Bien, écoutez, nous reprenons nos travaux. Je vais essayer d'être assez bref pour laisser un peu de temps à Jean-Yves sur les problèmes de sexualité qui, je suis sûr, vous intéresseront infiniment plus que la délinquance juvénile. Alors, c'est un beau sujet qui a été assez peu étudié, finalement. Yves Pourchet a fait quelques études là-dessus, mais à ma connaissance, il n'y a pas encore de belles recherches universitaires sur ces sujets qui me semblent pourtant extrêmement importants, mais qui sont quelque peu négligés. Pourtant, on a dit combien les renouveaux de l'historiographie sur la famille avaient été importants récemment. Alors, projetons-nous, si vous voulez bien, durant l'hiver 1914-1915. Nous sommes à Rennes, et la population tremble littéralement sous les menaces d'une bande qui se fait appeler la bande des As de pique. Cambriolage de magasins, de bijouterie, de la compagnie du gaz, une dizaine de vols qualifiés ou de vols simples. Et lorsque la bande est arrêtée, eh bien on s'aperçoit que tous les délinquants sont des mineurs, au sens de l'époque, hein, c'est-à-dire moins de 21 ans. Ils se donnent des surnoms, comme dans la pratique, si vous voulez, des romans policiers. Ils emploient un langage convenu et codé, un petit peu à la manière du verlan. Hein. Ils portent des masques et des gants de caoutchouc. Bien, ils appartiennent, ceux-là, la bande des As de pique, à des familles honorables. Il y a un élève des Beaux-Arts, il y a un étudiant en chirurgie dentiste, il y a aussi une prostituée. Ils sont âgés de 14 à 20 ans. Plusieurs sont dits pédérastes, dans le vocabulaire de l'époque. Ce sont les archives nationales du rapport du procureur, la série WB pour ceux qui voudraient aller vérifier. Ils sont condamnés le 10 août 1916 de 13 mois à 5 ans de prison. Restons-en là pour la ville de Rennes. Mais, projetons-nous à Troyes. Nous sommes fin juillet 1916 et cette fois c'est une bande dite des Charmilles qui comprend 21 adolescents qui ont entre 14 et 19 ans, qui agissent visage couvert de mouchoirs, sic, et revolver au poing. C'est une bande très violente, puisqu'ils vont jusqu'au viol collectif, notamment des ouvrières de la bonneterie troyenne, et ils sont eux aussi arrêtés et condamnés là très lourdement, mais ce sont des mineurs, donc ils échappent au pire, notamment à la peine de mort. Toujours dans la ville de Troyes, une autre bande qui se fait appeler la bande de Z, alors S pour zèbre ou S pour zigoto. En tout cas, le chef de cette bande a 17 ans et il reconnaît avoir organisé la bande, avoir ordonné la fabrication de cartes de visite de la bande de Z. Et la police troyenne attribue à cette bande, les pratiques de cette bande à des romans policiers. Des romans policiers qui ont été portés à l'écran. Je rappelle que la France est avec les États-Unis à l'époque les deux seuls pays où il y a une industrie cinématographique. Hein, donc c'est extrêmement important. Nous allons y revenir ce soir avec Laurent Verret. Et donc, il y a notamment un roman porté au cinéma qui s'appelle « Les mystères de New York ». Je cite le rapport de police, glorifiant en quelque sorte les exploits de malfaiteurs de toute classe, produisant sur les cerveaux faibles de ces jeunes ouvriers de l'usine un effet funeste. Donc vous voyez très clairement, on voit que dans l'argumentaire policier de l'époque, ces bandes de jeunes délinquants seraient la conséquence, si vous voulez, d'une imprégnation par le cinématographe. Ils sont quand même armés de pistolets, hein, et ils pillent, ils molestent les témoins, ils sont auteurs quand même d'une soixantaine de vols. Nous sommes maintenant à Marseille, au cours de l'hiver 1916, et là encore, une bande de jeunes de 14 à 18 ans effraie les habitants des faubourgs. Vous me direz, par rapport à aujourd'hui, c'est sans doute rien à Marseille. Ils dépouillent les passants sous la menace d'armes, toujours. Hein. À Aix-en-Provence, tout proche, eh bien, effectivement, même pratique de jeunes armés qui arrêtent les charretiers, qui les rançonnent visage masqué. Et là encore, la police, alors est-ce un effet d'intoxication de la police elle-même, hein, attribue ces pratiques au toujours mystère de New York,
au même film, qui est un film sorti aux États-Unis en 1915 et diffusé en France, effectivement, en 1915-1916. Alors, ces jeunes d'Aix sont arrêtés, et effectivement, ce sont 4 jeunes de 17 et 18 ans. Ils reconnaissent les agressions, ils reconnaissent qu'ils font ces agressions pour aller au cinéma. Hein. Donc, je continue mon petit tour de France exemplaire, mais vous voyez, commencer à voir ce qui ressurgit, bien entendu, de ces enquêtes policières. Alors, passons plus rapidement. On a en Arles une bande dont le chef a 17 ans, qui se fait appeler la bande des détectives cambrioleurs. Alors là, effectivement, on voit quand même le lien, hein, avec Arsène Lupin, etc. À Nice, une bande se fait appeler les Gentlemen Cambrioleurs Professionnels, GCP. Bon, ils s'attaquent à des villas, et le chef de la bande a 13 ans. Hein. On a la même chose à Digne, on a la même chose à Tarascon, on a la même chose à Boulogne-sur-Mer. Le procureur signale la poursuite en 1916 de 257 mineurs qui cherchaient à se procurer de l'argent par tous les moyens, là encore, pour aller au cinéma. Hein. On a la même chose dans le Bordelais, à Blaye, où le chef de bande, qui s'appelle Joseph Rio, a 15 ans. Hein, il est commis donc, de magasins, et là, bah, lui, il va jusqu'au meurtre. Hein, il va à l'égorgement d'un homme après s'être introduit chez lui. Il est condamné par le tribunal des enfants, bah oui, hein, il est mineur, et il est condamné donc à 10 ans de colonie pénitentiaire. Ça ne devait pas être très très drôle quand même. Hein. Et ce Joseph Rio, eh bien, lui aussi est un lecteur assidu de romans policiers et fréquente énormément les cinématographes. On a la même chose à Châteauroux en février 1917. Là, ce sont des élèves du lycée, donc nous ne sommes pas du tout dans les mêmes sphères sociologiques, c'est la bonne bourgeoisie. Être en lycée en 1917, vous voyez ce que ça signifie, hein, à une époque où nous avons 8000 bacheliers par an, et pas 650 000 comme aujourd'hui, parce que les résultats tombent aujourd'hui, non? C'est ça, hein. Donc, c'est fait. Bon, donc nous avons 650 000 bacheliers aujourd'hui, puisqu'ils réussissent à 88% dès la première année. Donc, des élèves du lycée, ils ont entre 11 et 15 ans, hein, ils forment le groupe qui s'appelle du Serpent Noir, qui cherche à extorquer de l'argent sous la menace de lettres de menaces, justement. On a la même chose à Cherbourg, hein, où 4 jeunes apprentis de l'Arsenal sont accusés en décembre 1914 de 18 vols, etc., etc., etc. Je ne vais pas multiplier les références géographiques. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce genre de bande d'adolescents, dirait-on aujourd'hui, existe aussi dans l'outre-mer français, c'est-à-dire qu'on voit la même chose en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Donc là, il y a quand même des questions qui interrogent. À Alger, par exemple, on a la bande des masques noirs, la bande des dominos. Alors, extrêmement intéressantes, ces bandes d'Alger, algéroises, parce que c'est un mélange, à chaque fois, les deux bandes sont des mélanges d'Européens et d'indigènes, comme on dit dans le vocabulaire de l'époque. Donc, par rapport à aujourd'hui, ça signifie un communautarisme finalement moins poussé. Hein. Alors, par-delà tous ces exemples, je crois qu'il faut s'interroger, bien évidemment, et s'interroger selon peut-être 3 cercles de réflexion concentriques. D'abord, vous avez constaté, même si j'ai été assez rapide, la diversité des crimes et des délits. Hein, vous avez des délits relativement mineurs, et ça va quand même jusqu'au crime de sang, au meurtre. Hein. Alors, bien entendu, la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est est-ce que la guerre change les choses, change les relations entre les adolescents, et ceux qu'on va appeler les adolescents par commodité de langage, même si le terme n'existe pas à l'époque. Hein. Alors, première réflexion peut-être, réflexion qui avait été initiée là encore par Michel Perrault à la fin des années 1980. Michel Perrault avait fait
même au début des années 80. Michel Perrault avait fait un magnifique article, malgré son âge, je vous le recommande toujours, cet article, c'était sorti en 1978, vous voyez, ça ne nous rajeunit pas, surtout moi, c'était l'année de mon agrégation, qui s'appelait « Les Apaches de la Belle Époque ». Hein, et qui portait donc dans un beau recueil qui portait sur les marginaux et les exclus dans l'histoire. C'était paru au Cahier de Jussieu en 1978. Et Michel Perrault faisait une approche des milieux des Apaches. Alors, première réflexion, premier niveau de réflexion, si vous voulez, les bandes d'adolescents de la Grande Guerre seraient-elles des continuateurs, en quelque sorte, des Apaches des années 1900-1914. Hein? Alors ces Apaches, qui sont-ils? Vous en connaissez le vécu par le magnifique film Casque d'Or, hein, par exemple. Ils ont été mis en vedette par la presse quotidienne. Je rappelle quand même que dans la France de 1914, vous avez 4 journaux millionnaires. 4 journaux qui tirent à 1 million d'exemplaires chaque jour. Hein, notamment le Petit Journal, le Petit Parisien. Donc ce sont ces journaux de la grande presse généraliste qui ont popularisé le personnage de l'Apache. Alors, au cœur d'une mythologie de rupture sociale, hein, ces Apaches, les Apaches vagabondent entre Paris et ce qu'on n'appelle pas encore la banlieue, hein, mais qui sont marqués par les fortifs. Hein, c'est-à-dire en gros aujourd'hui le boulevard périphérique, hein, qui fuient l'école, qui vivent d'expédients, notamment de vols, qui narguent la police, bien entendu, et qui, devenus grands, vont être des délinquants. Hein. Alors, vous avez une trace de ces Apaches, y compris dans une des toutes premières bandes dessinées, hein, dues à Forton, ce sont les fameux pieds nickelés. Les pieds nickelés, ce sont des Apaches, et ils passent leur temps, effectivement, à narguer la police, à la tourner en dérision, et à commettre des larcins. Hein. Alors, effectivement, dans la France ce qu'on appelle la Belle Époque, terme très mauvais d'ailleurs, vous avez, par exemple, une bande connue qui s'appelle les 4 d'Aubervilliers, vous avez une autre bande qui se fait appeler les Gars de Charonne, vous avez une bande qui se fait appeler les Monts-en-l'air des Batignolles. Donc vous avez effectivement une mythologie apache qui existe dans ces années 1900, 1895, 1900, 1905, 1910. Donc, une première hypothèse consiste à dire que ces bandes d'adolescents délinquants de la Grande Guerre seraient les continuateurs, en quelque sorte, des Apaches de la Belle Époque. Les Apaches ayant été en quelque sorte mobilisés et étant partis à la guerre. Donc, la nature ayant horreur du vide, les bandes de délinquants prendraient la place des Apaches. Deuxième niveau peut-être, et là ce sont des hypothèses personnelles, hein, donc à discuter, deuxième niveau de réflexion sur cette délinquance adolescente de la Grande Guerre, ne sommes-nous pas au début peut-être, et là Laurent Verret serait mieux à même que moi pour en parler, ne sommes-nous pas au début d'une société iconique, une société de l'image. Là effectivement on voit bien le lien entre effectivement, même si la police a peut-être tendance à surinterpréter, mais on voit bien le lien entre des films à succès et la reproduction de pratiques dans la société, de pratiques délictueuses, hein, bien évidemment. Donc ça interroge et c'est extrêmement intéressant, et je souhaiterais beaucoup que des études universitaires soient menées sur ces thématiques, notamment du début de l'image d'une société iconique. Moi, comme historien de l'expérience combattante, je suis fasciné par la création de la section cinématographique et photographique des armées en mars 1915. On a là un lien, et toutes les communications qui vous ont été faites jusqu'à aujourd'hui, tout de suite là, montrent quand même, vous avez montré les uns et les autres, le poids fondamental de l'image. Et le poids fondamental de l'image dans un but largement propagandiste. La Grande Guerre, c'est une guerre d'image, très clairement. Hein. Donc là, on peut s'interroger, effectivement, les adolescents ne reconstruisent-ils pas
sur un autre mode, à travers donc une société, les débuts d'une société iconique, ne reconstruisent-ils pas de nouvelles normes sociales permises par la guerre, hein? Ce qui est intéressant, c'est que les députés réclament, les députés français réclament effectivement des mesures. Notamment, il y a une commission du ministère de l'Intérieur qui demande à être avertie des incidents, je cite, auxquels ont pu donner lieu dans les départements les spectacles cinématographiques. Hein? Donc, il y a bel et bien identification, cinéma de fiction, égale danger potentiel. Hein? Ça, c'est intéressant. La réponse gouvernementale est donnée le 2 août 1917, puisque le ministère de la Justice requiert de ses procureurs généraux qu'ils procèdent à des enquêtes et qu'ils rendent compte de l'influence des représentations du cinéma sur la criminalité des mineurs. Donc le danger a été mesuré et transmis au procureur de la République. Fantasmé ou pas, mais en tout cas, le danger a été identifié en tant que tel. Et puis l'ultime réponse, en quelque sorte, étatique face à ces dangers du cinématographe, c'est le décret du 25 juillet 1919 du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Je rappelle que c'est le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts qui, à bien des égards, est le grand ancêtre du ministère de la Culture, hein, qui crée, je cite, une commission de contrôle des livrets, scénarios et films cinématographiques. Et là, moi, cette loi du 25 juillet 1929 m'interpelle beaucoup parce qu'elle préfigure, avec 20 ans juste d'écart, la loi de 1949, sous la pression des députés communistes et MRP de 1949, la loi dite de protection de la jeunesse. On est dans quelque chose qui est très, très proche. Ça, c'est peut-être le deuxième niveau de réflexion. Et puis, on terminera par une troisième proposition de réflexion sur cette délinquance adolescente. Cette délinquance n'est-elle pas la remise en question de certaines thématiques de la culture de guerre, hein, c'est-à-dire de l'unanimité de la société qui aurait été tout entière tendue vers la défense de la patrie, l'unanimisme patriotique, etc. Là, on est dans une poche de refus, en quelque sorte, du patriotisme exacerbé. Ça interroge quand même. Qu'est-ce qui nous reste de ces bandes d'adolescents? Ben, il nous reste des adolescents sans père. Voilà, on est au cœur de notre réflexion de ces 2 jours. Hein, et ça pose bien entendu problème. Yves Pourchet a une formule que j'aime beaucoup, contrairement à ce que certains ont écrit sur la prégnance de la culture de guerre dans les manuels scolaires, etc. Oui, peut-être, mais trop de prégnance tue cette prégnance, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une propagande officielle, ou le fait que les jeunes garçons jouent à la guerre. Excusez-moi, mais c'est vieux comme la guerre, hein, vieux comme les jeunes garçons. En revanche, Yves Pourchet a une belle formule que je vous cite dans son livre de 1995 qui s'appelait « Jour de guerre ». Rêve-t-on d'être soldat en temps de guerre quand on est adolescent? Effectivement, c'est une bonne question. Hein, et effectivement, les adultes sont partis en grand nombre en tout cas, laissant une place vide. La police, elle est bien rare. Parce que une partie de la police est également mobilisée, bien entendu. Hein. Les gendarmes, il y a eu plusieurs très belles thèses sur la gendarmerie sous la direction de Jean-Noël Luc à Paris-Sorbonne, et notamment une belle thèse de Louis-Napoléon Panel sur le gendarme dans la Grande Guerre, qui a d'ailleurs permis de remettre à plat un certain nombre d'images d'Épinal concernant les gendarmes qui étaient totalement délirantes. Les gendarmes sont très peu nombreux, très très peu nombreux. Et comme la plupart du temps ce sont d'anciens militaires, recasés si je puis dire dans la gendarmerie départementale, eh bien ils ne sont pas d'une efficacité à tout craint. Hein. Notamment Louis Panel dresse dans sa thèse un portrait physique du gendarme. C'est plutôt quelqu'un qui a un certain nombre de points, on va dire. Hein. Bon, voilà, donc les gendarmes, ils sont vieux, ils courent pas facilement après les voleurs, quoi, en gros. Hein.
Il reste quoi? Eh bien, il reste les femmes, et il reste les femmes seules, il reste les mères de famille seules, et nous sommes plongés effectivement au cœur de nos réflexions d'aujourd'hui. Ça signifie quoi? Ben, ça signifie que l'adolescent se sent grandir. Et l'adolescent qui se sent grandir et qui n'est pas contrôlé par un système patriarcal que nous avons décrit ce matin, eh bien, ça ouvre des poches effectivement de délinquance. Et la question qu'on peut se poser, c'est si cette délinquance juvénile qui existe, ou adolescente qui existe pendant la guerre, n'est-elle pas une forme de négation de la guerre, une forme, en tout cas, de détournement de la guerre. Alors, ce qui est intéressant aussi, et là, il y a peut-être une vraie nouveauté, c'est que ces formes de détournement, eh bien, là encore, elles sont vieilles comme le monde. La Grande Guerre n'invente rien de ce point de vue-là. Mais pourquoi cette fascination pour ce que j'appellerais en bon français, vous me pardonnerez, le bad boy? C'est-à-dire que là, on a peut-être une interrogation nouvelle. C'est-à-dire pourquoi est-ce le voleur qui fascine et non plus le gendarme? Alors c'est une tradition française, longuement établie, pensez à Guignol, bien entendu, mais il y a quand même des choses qui interpellent. Je terminerai simplement en signalant que c'est pas propre à la France. On manque d'études comparatives, mais il semblerait bien quand même qu'on ait des choses assez similaires, notamment en Grande-Bretagne. Et puis je voudrais terminer par un passage, je m'excuse, ça va être un peu long à vous lire, mais il s'agit de la déposition du père d'un des délinquants de la bande des Z. Donc déposition du 19 novembre 1916, et c'est un certain monsieur Plismy, qui dépose. C'est le père d'un des adolescents arrêtés. Le père a une profession tout à fait honorable, il est chef de train. Alors c'est quand même intéressant de voir la lettre qu'il fait au procureur, qu'il écrit au procureur, mais qu'il double aussi à Raymond Poincaré, directement au président de la République. Je vous cite quelques extraits. Mon enfant n'est pas un enfant comme les autres. Il a failli être tué à Paris par une auto. Il a été dans le coma une journée. Il n'a pas de santé. Il ne tient pas debout. Donc là, on a déjà les thématiques de victimisation du délinquant. Vous y reconnaîtrez facilement. Je continue. Au début de la guerre, il s'est sauvé avec moi de Charleville, a fait 50 km à pied, a laissé sa mère à Mohan et sa sœur. Donc là, vous avez une famille totalement déstructurée par la guerre. Et vous avez d'ailleurs le père qui se barre, si vous me permettez l'expression, et qui laisse sa femme et sa fille en plan. Ayant connu ça dans ma propre famille dans la guerre 14, je sais que ça existe. Il a vécu pendant 6 mois à la gare de l'Est à Paris. Donc vous voyez, un semi-clochard, cet enfant de 17 ans. Donc là, on voit bien les effets déstructurants de la guerre. Et le père enchaîne ensuite. Mon enfant n'a pas toute sa lucidité d'esprit, car la moitié du temps, il ne savait pas ce qu'il faisait. J'ai prévenu la police qu'il m'avait soustrait 250 francs, donc il a volé quand même son propre père. 250 francs, c'est une somme, c'est un quart de salaire ouvrier annuel, donc ça n'est pas rien quand même. Donc il m'a soustrait, pardon, il ne dit pas volé, il m'a soustrait 250 francs que j'avais mis de côté pour faire revenir sa mère et sa sœur du pays envahi. Preuve que la totalisation de la guerre, c'est une idée, mais c'est qu'une idée, parce que on sait très bien qu'il y a des échanges de population à travers la Suisse notamment, et que tout ça se monnaie. Alors voilà, j'en reste là sur ce témoignage. Le procureur de la République fait une réponse à M. Plismy, et la réponse est très claire pour le procureur. Il souligne la gravité des faits, et il souligne la normalité de l'état mental de l'enfant. Donc, il le transmet au tribunal pour l'enfant, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, alors, voilà, je termine avec un mot de conclusion, simplement. Est-ce que ces comportements, sur lesquels il resterait beaucoup de travaux à faire, et là, il y a une voie qui s'ouvre aux jeunes collègues pour diriger des thèses sur ces sujets-là. Mais est-ce que ces comportements délictueux ne seraient-ils pas l'inversion
du phénomène d'héroïsme officiellement sacralisé par l'ensemble des médias français de l'époque. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas une forme de rejet implicite de l'héroïsme ambiant par trop-plein d'héroïsme? Voilà, je laisse la question en suspens. Je vous laisse répondre à titre individuel et je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Jean-Yves qui va vous entretenir de choses plus drôles.